Bonjour à tous, bienvenue sur notre quatrième conférence Relance Bio. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. On a un petit souci en fait avec deux connexions avec Jacques Kapla, son ordinateur a rendu l'âme. Il essaye de remettre un autre en route, c'est très compliqué. Quand on fait des conférences physiques, des fois c'est le train qui tombe en panne ou l'avion, je ne sais pas, mais là, bon, c'est l'informatique qui nous lâche. On essaie de rétablir une connexion avec lui. Donc la quatrième conférence, on a eu la première conférence sur l'eau et l'agriculture avec Philippe Henry. Une deuxième conférence sur la coopération que nous aimerions voir advenir et un peu sur le développement personnel en fait avec Pascal Corradini. Puis hier on avait un témoignage en fait d'une visite en Thaïlande et en Afrique du Sud chez des communautés paysannes qui travaillent sur leurs propres semences et voilà, qui nous en a beaucoup appris sur finalement ils sont sur les mêmes dynamiques que nous par rapport à ça. Donc ce soir, on avait Jacques Kapla qui devait nous parler de quelle agriculture pour sauver le climat. J'espère que là, encore quelques minutes, ça va arriver. En attendant, merci à BioGrandEst pour nous avoir mis à disposition les moyens techniques. Et là, ils ne se pourront rien, bien entendu, sur les difficultés de connexion de Jacques, vu que c'est son ordinateur. Voilà. Ensuite, à la fin de la conférence, en espérant qu'on y arrive, vous pouvez, même tout au long de la conférence, poser des questions sur la droite de votre ordinateur. Il y a un onglet qui permet de poser des questions et ça permet de rendre la conférence plus vivante. Je regarde au niveau de la technique, voir où ça en est. Jacques ? Oui. Du coup, si tu t'envoies le... Alors, la solution trouvée, c'est que on va mettre le téléphone devant l'ordinateur et Jacques va parler dans son téléphone pour notre ordinateur. Alors, bon, c'est un peu spécial. Alors, voici Jacques Kapla. Je suis désolé, il n'y a pas la photo. Voilà. On va faire un essai. Il faudrait qu'on voit. Vous allez pouvoir nous dire tout de suite sur cet onglet questions-réponses si vous entendez quelque chose ou pas, voilà, qu'on puisse réagir. Donc, merci à toi, Jacques Kapla, d'être avec nous vraiment à distance, de façon très téléportée, on va dire. Je vais te passer la parole, on va essayer ça, on va essayer de télécharger ton diaporama et ça devrait se faire. Donc voilà, à toi Jacques. Eh bien bonsoir, donc j'espère que vous m'entendez à défaut de me voir. Pour me présenter en deux mots, moi je suis fils de paysan et je suis agronome de formation, même si je suis ensuite devenu anthropologue, oui également. J'ai travaillé au développement de l'agriculture bio sur le terrain, dans un grade. Enfin, d'abord, j'ai même travaillé en chambre d'agriculture en conventionnel. Donc, je sais ce que c'est que de changer de démarche agronomique, puisque je l'ai fait moi-même en tant que technicien. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans à la FNAB. Et maintenant, je suis un auteur, conférencier, consultant indépendant. Et à titre bénévole, je suis secrétaire général de l'association Agir pour l'environnement. Et je viens d'être élu la semaine dernière président d'IFOAM France. Donc voilà, l'IFOAM France, c'est la structure qui regroupe les adhérents français de la Fédération internationale bio. C'est une sens de concertation, hein, c'est pas un gros truc, mais voilà, je me suis dévoué pour assurer la présidence d'IFOAM France. Et ça, c'est tout neuf. Et donc, en fait, l'enjeu est que l'agriculture est vraiment au cœur des questions parce qu'elle est à la fois une cause et une victime. C'est-à-dire qu'elle est clairement victime, on le voit en ce moment, mais on le verra dans plein d'autres occasions, parce que
il y a des sécheresses, il y a des très très gros problèmes dans plein de domaines en fait de l'agriculture. On a eu il y a quelques années, avec une très très grosse chaleur en été, on a eu des cultures de vignes ou d'arboriculture qui étaient complètement grillées par le chaud. Et puis on a des régions du monde où c'est catastrophique en termes de sécheresse, d'inondations, de cyclones qui sont de plus en plus violents, de plus en plus fréquents. Et croyez-moi, même si on n'en a pas en Europe, ça fait des sacrés dégâts dans certaines régions du monde. Donc on a tout un tas d'événements qui font que l'agriculture est clairement une victime, c'est-à-dire qu'elle est clairement obligée de se poser des questions, de voir comment modifier éventuellement ses pratiques pour s'adapter aux dérèglements climatiques. Mais le paradoxe, ou l'ironie de l'histoire, c'est que l'agriculture est aussi une des causes du dérèglement climatique. Parce que, pour repréciser un tout petit peu de quoi on parle quand on parle de dérèglement climatique, le problème auquel on est confronté, c'est pas un problème c'est pas tellement le fait qu'il y ait un effet de serre. L'effet de serre, il existe depuis très longtemps, et en fait depuis des centaines de millions d'années, et en fait, peut-être même des milliards d'ailleurs, assez tôt dans l'histoire de la vie, il y a eu dégagement d'oxygène, etc., et ces phénomènes qui sont mis en place. Et en fait, l'effet de serre permet à ce que la température sur Terre soit viable. Enfin, soit en tout cas viable pour les formes de vie qu'on connaît aujourd'hui. Il ferait 30 degrés de moins, en gros, s'il n'y avait pas d'effet de serre. Le problème, c'est que cet effet de serre, il augmente. Et il augmente à une vitesse anormale, à une vitesse extrêmement rapide. Donc non seulement il augmente à un niveau qui est anormal, mais en plus à une vitesse qui est anormale. On nous dit oui, il y a eu des changements dans le climat au cours des millions d'années passées. C'est vrai, mais c'est des changements qui se sont toujours échelonnés sur des milliers d'années. Aujourd'hui, c'est en train de se passer en quelques décennies. C'est-à-dire que le rythme est tout simplement du jamais vu dans l'histoire de la Terre. Et ça, c'est un aspect d'ailleurs qui est souvent négligé quand on en parle. Et donc les conséquences sont absolument catastrophiques pour la biodiversité, qui ne peut plus s'adapter parce que ça va trop vite. Et puis pour tout ce qui en découle, enfin, la biodiversité non seulement parce qu'elle ne peut pas s'adapter au changement de température, mais au-delà de ça, comme on a vu, des sécheresses, des inondations, élévation du niveau de la mer, etc. Acidification des océans aussi, parce qu'ils absorbent l'essentiel du CO2 en surplus. Donc des gros problèmes pour la vie marine. Enfin, c'est quand même tout un enchaînement de choses qui ne fonctionnent pas du tout à cause de cette augmentation brutale de l'effet de serre. Et cette augmentation de l'effet de serre, j'insiste là-dessus parce que c'est très important dans les analyses qu'on peut faire, notamment au niveau agricole, c'est une augmentation, on parle d'augmentation anthropique de l'effet de serre, parce que c'est une augmentation qui est due à l'activité humaine. Il n'y a aucun doute là-dessus, même s'il y a quelques hurluberlus qui essayent encore de prétendre que c'est pas sûr. Et donc, le problème auquel on est confronté, c'est l'augmentation anthropique de l'effet de serre. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ça détermine tout le reste. Ça détermine les questions qu'on a à se poser. On n'a pas à se poser la question qu'est-ce qui se passe par rapport à un état zéro. On a à se poser la question qu'est-ce qui se passe par rapport à l'absence de l'homme. Et on va voir à propos de l'élevage que ça change beaucoup de choses dans la manière de poser le problème de l'élevage. Et d'ailleurs, je suis un peu étonné qu'au sein du GIEC, il y ait un peu des confusions à ce niveau-là assez régulièrement. Donc voilà pour le brossage très général de la question. Et maintenant, je vais entrer un peu dans le détail des déclinaisons agricoles. Alors voilà, maintenant que je vous ai présenté un peu qu'est-ce qu'est le problème de l'effet de serre, parlons de l'agriculture. Parce qu'avant de pouvoir poser la question des rapports entre effet de serre et agriculture plus en détail, je suis obligé de commencer par un petit rappel très générique du fait que une formule que j'aime bien utiliser, c'est de dire que l'agriculture n'existe pas. Alors, dit comme ça peut surprendre, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'agriculture n'existe pas au singulier. Il y a des agricultures, en fait. Et c'est très important d'être conscient de ça, parce que toutes les questions qui concernent l'agriculture, que ce soit les pesticides, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité et autres, doivent être reliées à cette conscience qu'il n'y a pas eu une invention de l'agriculture, mais il y a eu, dans l'histoire de l'humanité, plusieurs inventions de l'agriculture. Je mettais une carte du monde où on voit il y a tout un tas de lieux différents sur Terre où l'agriculture a été inventée, et notamment en Amérique centrale, notamment en Chine, et une des agricultures qui a été les plus importantes historiquement, celle dont on parle toujours en Europe en faisant comme si c'était la seule,
c'est l'agriculture qui est apparue dans ce qu'on appelle le croissant fertile au Moyen-Orient, qui est le foyer d'invention de l'agriculture qui a gagné l'Europe et qu'ensuite l'Europe a imposé au reste du monde. C'est ça qui est important, c'est que ça n'est qu'une agriculture parmi d'autres, c'est des choix de techniques parmi d'autres, mais qu'on a imposé au reste du monde par les colonisations du XVIe siècle, par les colonisations du XIXe siècle, par ce qu'on a appelé la révolution verte dans les années 1970. Et en fait, aujourd'hui, toutes les agricultures du monde sont amenées à mettre en œuvre ce type-là d'agriculture que moi j'appelle l'agriculture conventionnelle. C'est pas moi qui ai inventé le mot, hein, mais j'aime bien ce terme, parce que ça veut dire que c'est l'agriculture qui fait convention dans les institutions internationales. C'est pas un jugement de valeur, ça évite d'avoir à la définir comme chimique, ce qu'elle n'est pas toujours, même si elle l'est souvent, industrielle, ce qu'elle est aussi dans son esprit, mais elle n'est pas toujours dans les actes chez tous les paysans, ou productiviste, ou intensif, ce qu'elle n'est pas toujours loin de là. Disons que c'est l'agriculture conventionnelle. Et cette agriculture conventionnelle, elle est basée d'abord sur l'idée qu'on n'a qu'une seule plante dans une parcelle. Dans un champ de blé, vous n'avez que du blé. On appelle des cultures pures, ou ce que certains appellent des monocultures, même si c'est un terme, monoculture, c'est vraiment un cas un peu particulier de culture pure, c'est quand ils reviennent tout le temps sur la même parcelle plusieurs années de suite. Elle est basée sur une science qu'on appelle réductionniste, c'est-à-dire une science où on va couper des problèmes en petits morceaux et penser qu'il suffit de faire varier un paramètre pour comprendre des éléments. Et on va mettre les choses en équation. Alors dit comme ça, c'est un peu flou, mais quelque chose de très concret, c'est que dans une vision réductionniste, il y a moins de rendement sous un arbre, donc il faut couper les arbres. Dans une vision qui ne serait pas réductionniste, et qui est celle d'autres agricultures de l'histoire du monde, d'Amérique centrale par exemple, d'Afrique ou d'Océanie, ou même de Chine, qui est de dire, qui est une vision plus systémique, où on regarde l'ensemble des éléments, on va dire, ok, il y a moins de rendement sous l'arbre, mais l'arbre, en apportant du potassium qu'il va récupérer dans des couches profondes, en apportant une biodiversité qui va réguler la culture autour, etc., l'arbre finalement permet d'augmenter les rendements à distance. Il les baisse en dessous, mais il les augmente à distance. Et globalement, la parcelle est gagnante à garder des arbres plutôt qu'à les supprimer. Même si les cultures vont peut-être produire un peu moins, mais si on intègre la biomasse de l'arbre, la production est en fait supérieure. Et donc, voilà, typiquement le genre de mode de pensée. Dans un cas, on va se dire les rendements sont plus faibles, on coupe l'arbre. Dans l'autre cas, on va regarder l'écosystème dans sa globalité. Et l'agriculture conventionnelle, très clairement, elle est dans une vision réductionniste qui ne regarde pas l'écosystème dans sa globalité. Et donc, elle a conçu l'écosystème comme un adversaire qu'il va falloir maîtriser. Donc, plutôt que de chercher à avoir un équilibre du sol complexe avec une fertilisation normale du sol par la libération de la matière organique par les bactéries du sol, on s'est dit, ça sera beaucoup plus efficace si on apporte directement des engrais chimiques, notamment azote, phosphore, potassium. Ce qui va perturber tous les équilibres du sol, mais à court terme, on a l'impression que c'est plus efficace. Et effectivement, à court terme, c'est plus efficace. Et voilà, donc ça, c'est les grandes lignes de pensée de l'agriculture conventionnelle. Et puis après, je ne vais pas développer parce que ça nous intéresse moins sur la question du climat. Elle est aussi, depuis les années, depuis le 18e siècle, en gros, elle est très élitiste, en fait. Elle s'est basée sur l'idée que les savants savent et que les paysans sont des ploucs. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en France, le mot paysan est devenu un mot péjoratif. Il a fallu attendre la Confédération paysanne pour que le mot soit réhabilité. Et puis, il y a une dévalorisation des savoirs paysans. Et cette vision réductionniste et cette dévalorisation des savoirs paysans, ça a amené à une sélection des plantes, et des animaux d'ailleurs aussi, mais là je vais surtout parler des plantes ce soir, à une sélection qui est basée sur des modèles théoriques à dire d'agronomes, et qui en fait, une fois qu'on applique ça dans les champs, en fait ça ne correspond pas aux situations réelles d'un écosystème. Et donc on est obligé en permanence de réadapter l'écosystème aux conditions de la sélection. Et en fait, on peut même toujours à dire que c'est une des définitions de base de l'agriculture conventionnelle, c'est quand le modèle et le réel ne sont pas d'accord, c'est forcément le réel qui a tort. Le modèle a toujours raison. Donc, comment on adapte? Eh bien, comme les variétés ont été sélectionnées dans des conditions où elles ont toujours de l'eau, donc elles n'ont jamais été confrontées au stress hydrique, donc elles ne se sont pas adaptées au manque d'eau, eh bien, comment est-ce qu'on les cultive? En irriguant, évidemment. Comme elles ont été sélectionnées dans des conditions avec des apports d'éléments minéraux constants et permanents,
eh bien, on va amener des engrais chimiques, en tout cas minéraux. Et comme tout ça, ça crée des déséquilibres avec l'écosystème, ben on va amener des pesticides. Et tout ça, ça a une certaine cohérence, ça fonctionne. Si on rajoute à ça la mécanisation, ou plutôt la motorisation, parce que la mécanisation c'est utile quand ça permet d'améliorer les conditions de travail, mais on est arrivé à un stade, notamment avec la logique de motorisation au XIXe siècle, qui est vraiment clairement fait pour uniformiser, standardiser et avoir des productions de masse uniformisées. Et ben on arrive avec évidemment consommation de pétrole, mais aussi une très bonne cohérence. Si on a des cultures pures ou des monocultures sans écosystème, avec de la chimie, ben, la mécanisation c'est très facile. La motorisation c'est super parce que on coupe les haies, on arrase des talus, on a des charrues de plus en plus larges, des pulvérisateurs de plus en plus larges, des tracteurs de plus en plus lourds, et puis voilà, on y va quoi. Hein. Et puis quand il y a une maladie, on traite tous les pieds de blé en même temps, puisque de toute façon ils sont tous génétiquement identiques, donc ça marche. Voilà. Alors, j'ai pris le temps de vous présenter ça parce que faut comprendre que tout ça n'est pas universel et n'est pas une fatalité, pour comprendre ensuite comment par rapport au climat on peut bouger. Parce qu'en vous disant tout ça, en creux, je sous-entends qu'il y a des moyens de faire autrement. Je sous-entends qu'on peut très bien, et c'est le cas de plein d'agricultures dans le monde, avoir un système où on mélange des cultures, au lieu d'avoir des cultures pures. On a des cultures différentes dans la même parcelle, ce qu'on appelle des cultures associées. On peut avoir des systèmes où, au lieu de raisonner la sélection de façon réductionniste, on va avoir une sélection paysanne, une sélection en interaction constante avec le milieu, qui va permettre aux plantes de coévoluer en permanence avec le milieu. C'est très important, ça, cette notion de coévolution. Hein. Quand on parle de semences paysannes, même si de fait on part beaucoup des variétés anciennes, c'est pas parce qu'on a une nostalgie de l'ancien. C'est parce que seules les plantes anciennes sont capables de continuer à évoluer. Il se trouve que les plantes modernes des catalogues officiels ont été sélectionnées avec des conditions impératives de stabilité, et donc elles n'ont plus, par définition, la capacité d'évoluer avec leur milieu. Or, ce dont on a besoin aujourd'hui en agriculture pour les siècles qui viennent, c'est de variétés qui soient capables de coévoluer en permanence. Donc les variétés anciennes, c'est pas essayer de refaire les plantes telles qu'elles étaient il y a un siècle, c'est juste utiliser leur diversité génétique et leur capacité à évoluer pour les faire s'adapter au climat d'aujourd'hui, au milieu d'aujourd'hui, et aussi aux techniques d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc ces variétés, elles évoluent aussi, hein, on ne revient pas à l'ancien en fait. Donc voilà un peu les bases, si vous voulez, des marges de manœuvre qu'on peut avoir en agriculture. On peut décider d'utiliser que des machines, on peut aussi décider de valoriser la main-d'œuvre et les savoirs paysans. On peut décider de faire des monocultures, on peut aussi décider de faire des cultures associées. On a des marges de manœuvre en fait. Et c'est de ces marges de manœuvre que je vais parler maintenant. Donc les questions qu'on va se poser par rapport au climat, puisque c'est un sujet, maintenant que j'ai posé le cadre, le contexte, on va dire, agricole, c'est pourquoi cette agriculture conventionnelle pose un problème, pourquoi cette agriculture conventionnelle contribue à l'augmentation anthropique de l'effet de serre, et comment est-ce qu'on pourrait réduire les dégâts. Et donc, de ce point de vue-là, il y a plusieurs éléments à décliner. D'abord, comprendre quels sont les domaines dans lesquels l'agriculture est mauvaise, si je veux dire. Enfin, pour quelles raisons l'agriculture contribue au dérèglement climatique. D'abord, une estimation de base. Alors dans une réunion avec des interactions, je vous aurais demandé ce que vous en pensez, mais là je vais directement vous donner la réponse. C'est pour savoir quelle est la part de l'agriculture dans le dérèglement climatique, dans l'augmentation anthropique de l'effet de serre. En fait, la part de l'agriculture, elle est considérable. C'est très étonnant que les médias n'en parlent pas plus, parce qu'elle est estimée dans le dernier rapport du GIEC de 2019, qui n'est pas un rapport, c'est pas les gros rapports du GIEC qui ont lieu une fois tous les 4-5 ans, dans le prochain aura lieu cet été, mais c'est des rapports thématiques. Il y a eu un rapport en 2019 sur justement, qui a abordé le cas de l'agriculture en détail et qui a réactualisé les données. Les conclusions, c'est que l'agriculture contribue à 23% de l'augmentation anthropique de l'effet de serre. C'est-à-dire un quart de l'ensemble de l'augmentation anthropique de l'effet de serre vient de l'agriculture. Et là, je ne parle que des productions primaires. Parce que si on prend l'agriculture dans son ensemble, c'est-à-dire le système agroalimentaire,
si on intègre les transports à longue distance des aliments et tous les effets indirects, on est à, selon les estimations, il y a une marge de manœuvre, il y a une marge d'erreur, entre 33 et 37%. Donc on est à un tiers. C'est un quart pour les productions primaires, un tiers si on prend l'ensemble. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a, par l'agriculture, un moyen d'action en fait. Parce que le côté négatif, c'est de se dire oulala, on est mauvais. Mais le côté positif, c'est de se dire mais en fait, c'est des domaines dans lesquels on peut agir. Alors, quelles sont les contributions concrètes pour savoir sur quoi on peut agir? D'abord, au niveau mondial, la première contribution de l'agriculture mondiale à l'effet de serre, à l'augmentation de l'effet de serre, c'est ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols. Alors là-dedans, vous voyez immédiatement la déforestation. La déforestation en Indonésie ou en Afrique pour faire de l'huile de palme, en Amazonie et en Argentine dans les zones de savane, c'est aussi une forme de déforestation, c'est des savanes arborées, pour faire de l'élevage ou de la culture de soja essentiellement, surtout du soja, mais il y a aussi pas mal d'élevage en Argentine. C'est aussi un peu le déboisement pour le bois, hein, mais c'est surtout les productions, c'est quand même surtout le soja, l'huile de palme, le latex pour le caoutchouc, etc. Aussi café et cacao, faut pas les négliger. Donc c'est pas mal d'activités agricoles, dont certaines sont très facilement limitables, notamment l'huile de palme et le colza. Franchement, on pourrait très bien arrêter très rapidement si le système agroalimentaire acceptait d'évoluer. Donc ça, c'est le premier poste du changement d'affectation des sols, mais attention, ça inclut aussi le retournement des prairies, ou en tout cas le retournement de tout ce qu'on appelle pâturage. Tous les espaces de pâturage, c'est-à-dire prairies au sens européen, mais aussi les savanes, il y en a beaucoup, les steppes d'Asie centrale, les steppes arctiques, etc., les parcours, les garrigues des Landes, etc., toutes ces surfaces-là, lorsqu'on les retourne, libèrent énormément de CO2. Parce que ce sont des sols qui sont riches en carbone, et dès qu'on les retourne pour en faire des cultures, on dégage énormément de carbone. Et donc, au niveau mondial, il n'y a pas que la déforestation, il y a aussi le retournement des prairies, il ne faut pas le négliger. Pour l'Europe, c'est pas ça le premier poste. Ce qui est le deuxième poste au niveau mondial et le premier poste en Europe, on pense souvent à l'élevage, et bien c'est pas l'élevage. Ce sont les engrais azotés. Là encore, un sujet qui est très peu abordé par les médias. On nous parle tout le temps de l'élevage, mais en fait, c'est les engrais azotés qui sont les plus problématiques, enfin, en Europe en tout cas, et les deuxièmes plus problématiques au niveau mondial. C'est le fait que d'une part, pour fabriquer des engrais azotés, on utilise beaucoup de pétrole. En gros, il faut 1 litre de fuel pour faire 1 kilo d'azote. Et d'autre part, et le plus important, c'est que ces engrais évoluent dans les champs et dégagent du protoxyde d'azote. C'est dans les phénomènes de nitrification, dénitrification dans le sol, dans le cycle des atomes, des molécules qui sont en cause. On a un dégagement de protoxyde d'azote, c'est-à-dire le N2O. Avec l'azote, c'est compliqué parce qu'il y a à la fois ce qu'on appelle les oxydes d'azote, les NO, NO2, etc. Et puis il y a le protoxyde d'azote qui est le N2O. Puis il y a aussi l'ammoniac, qui est, je ne sais même plus le symbole chimique, ça doit être N quelque chose. N2, enfin, c'est l'azote un peu pur en gaz. NH3, plus peut-être, je ne sais plus. Ou NH4. En tout cas, c'est le problème pour le climat, c'est le protoxyde d'azote, N2O. Et c'est un gaz à effet de serre qui est 300 fois plus puissant que le CO2. Et au niveau français, la moitié des contributions agricoles viennent du protoxyde d'azote. Et l'agriculture représente plus de 80% des émissions françaises de protoxyde d'azote. C'est vraiment le gaz agricole, par excellence. Il faut savoir que quand un agriculteur épand 100 kg d'azote sur 1 hectare, ce qui n'est pas quelque chose d'énorme en termes de niveau de fertilisation, il contribue autant à l'effet de serre qu'une voiture moyenne qui parcourt 10 000 km. Juste pour 1 hectare, pour 100 kg d'azote, donc pas énorme, c'est 10 000 km en voiture. Donc ça, bon voilà, vraiment l'azote, il faut vraiment l'avoir en tête. Et l'azote, on peut faire autre chose que l'azote. C'est-à-dire qu'on a les moyens techniques
d'arrêter de mettre de l'azote minéral dans les sols. Pour une raison très simple, c'est que pendant des dizaines de millions d'années, les plantes s'en sont très bien sorties, sans que les humains viennent amener de l'azote de synthèse, et les cultures peuvent très bien fonctionner sans azote. Alors c'est vrai que l'azote a permis d'augmenter les rendements, mais aujourd'hui, on sait très bien utiliser des techniques complexes, des techniques holistiques, systémiques, qui permettent de régénérer l'azote. Parce que l'enjeu des fertilisants, donc là en l'occurrence de l'azote, c'est que quand on consomme des éléments agricoles, quand on consomme des aliments, c'est de la matière qui sort du champ. Donc il y a des éléments minéraux qui sortent du champ. Donc comment est-ce qu'on fait pour ramener des éléments minéraux en remplacement? Comment est-ce qu'on fait pour que le cycle soit constant? Et bien en fait, dans le cas de l'azote, c'est particulièrement facile, parce que l'azote, c'est le principal composant de l'air. 78% de l'air est composé d'azote. Et il y a des plantes qui sont capables de faire une symbiose avec des bactéries, des rhizobiomes, au niveau de leurs racines. Donc ces plantes, c'est ce qu'on appelle des légumineuses, des fabacées au niveau botanique, qui sont capables de faire cette symbiose avec les bactéries et les rhizobiomes, et avec elles arrivent à fixer l'azote de l'air sous forme d'azote organique. D'abord d'azote utilisé par les plantes, puis ensuite qui se fixe sous forme organique dans le sol. Et puis il y a aussi d'autres bactéries dans le sol qui arrivent à faire ça sans être liées aux plantes. Mais le plus important, c'est les légumineuses. Et les légumineuses, il y en a plein. C'est les pois, c'est les vèves, c'est les févroles, c'est les haricots. C'est une quantité considérable de plantes à travers le monde. Et donc dans tous les milieux de la planète, on a des légumineuses à implanter. On a même du choix. On n'est pas piégé à utiliser tout le temps la même légumineuse. Donc c'est très facile de restituer de l'azote au sol par les légumineuses. Alors évidemment, par rapport au rendement qu'on attend dans les cultures industrielles actuelles, c'est un peu juste. Ça demande des rotations un peu compliquées. C'est amélioré si on apporte du compost avec des animaux, je vais y venir. En tout cas, on sait gérer. On n'a pas besoin de continuer à mettre de l'azote. Et ça ferait une contribution énorme. 50% des contributions agricoles françaises qui représentent plus de 20% des contributions françaises tout court. Ça veut dire que l'azote, les engrais azotés, c'est 10% de toutes les contributions françaises à l'augmentation anthropique de l'effet de serre. C'est beaucoup plus que le transport aérien, c'est beaucoup plus que l'isolation des bâtiments, etc. S'il y a une mesure qui peut immédiatement avoir un effet à grande échelle, c'est l'interdiction des engrais azotés de synthèse. Alors, interdiction, c'est peut-être aller vite en besogne, mais déjà le principe d'une taxe pour limiter l'usage et pour encourager à d'autres pratiques, pour aller à terme vers un arrêt, ça serait quand même la moindre des choses. Bon, pour l'instant, apparemment, bien que la Convention citoyenne pour le climat ait proposé ça, le gouvernement et le Parlement ne veulent pas le retenir, hélas. Puis après, on arrive au troisième poste contributeur principal de l'agriculture au dérèglement climatique, c'est l'élevage. Et alors là, l'élevage, on doit se poser plusieurs types de questions. D'abord, on ne peut pas considérer un problème en l'isolant de l'ensemble. C'est-à-dire que le climat, c'est une chose, mais il faut aussi penser biodiversité, il faut évidemment aussi penser nourrir le monde, etc. Et dans le cas de l'élevage, déjà, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut savoir, c'est que les prairies sont, dans les milieux tempérés, ce qu'on appelle les points chauds de biodiversité. L'endroit où il y a le plus de biodiversité dans les milieux tempérés comme l'Europe, ce sont les prairies, ce n'est pas les forêts. Alors il faut des forêts aussi, il faut des milieux variés. Mais les prairies sont l'espace le plus riche. Les prairies, c'est 65 à 70% des surfaces anthropisées, on va dire agricoles de la planète. Ça n'est que 38% des surfaces agricoles européennes. Ça veut dire qu'en Europe, on a beaucoup moins de prairies que ce qu'il devrait y avoir en fait, et que ce qu'il y avait d'un point de vue naturel autrefois. Donc d'un point de vue biodiversité, attention, si on supprime les prairies, c'est très problématique. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, si on supprime les prairies, on dégage du carbone. Et en fait, là on arrive à un point que j'évoquais en introduction, c'est que par rapport à l'élevage, il faut considérer la question du différentiel. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'humains par rapport à qu'est-ce qui se passe avec les humains? S'il n'y avait pas d'humains, on ne ferait pas à zéro l'émission de méthane. Parce que s'il n'y avait pas d'humains en Europe, on aurait des animaux. Parce que les prairies sont des milieux naturels de l'Europe. On avait des prairies qui étaient pâturées par des grands troupeaux d'herbivores sauvages, de très grands herbivores que nos ancêtres ont exterminés malheureusement. Et donc ces prairies étaient entretenues par un pâturage tournant avec une très forte densité instantanée, puis ensuite les sols se déplaçaient, qui permettait d'entretenir la dynamique des prairies et d'empêcher qu'elles se ferment, comme on dit, qu'elles deviennent de la broussaille et des forêts.
Et si on veut aujourd'hui conserver cet espace de biodiversité hyper précieux et ce stockage de carbone qui va avec, il faut bien qu'il y ait des animaux. Mais on ne peut plus avoir d'animaux sauvages. D'abord parce qu'on les a exterminés, les grands troupeaux, et puis ensuite, même si on essaie d'en recréer, maintenant il y a des routes, il y a des villes partout, c'est plus possible d'avoir des grands troupeaux migrateurs. Donc l'élevage domestique est la seule solution qui reste pour maintenir des espaces de prairies. Et en fait, ce qu'il faut mesurer en termes d'effet de serre, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'humains, donc si ces espaces étaient pâturés par des animaux sauvages, et qu'est-ce qui se passe avec des humains si on les fait pâturer par des animaux domestiques. Et bien, si on a un faible chargement d'animaux domestiques, c'est-à-dire pas beaucoup d'animaux à l'hectare, c'est-à-dire un équilibre d'alimentation d'un élevage à l'herbe, un élevage où les animaux sont intégralement, quasi intégralement nourris à l'herbe, eh bien en fait, on n'émet pas beaucoup plus de méthane que s'il y avait des animaux sauvages et s'il n'y avait pas des humains. Donc d'un point de vue du différentiel, non pas par rapport à un zéro théorique qui n'a jamais existé, mais par rapport à un zéro, au plus faible qui existait dans un état sauvage, en fait, l'élevage à l'herbe n'est quasiment pas contributeur climatique, d'autant qu'il aide à stocker du carbone dans les sols grâce aux prairies. Le problème de l'élevage, c'est le problème de l'élevage industriel. Et l'élevage industriel, effectivement, il est majoritaire. Aujourd'hui, il est très largement majoritaire, même en Europe. L'élevage laitier, moi j'habite en Bretagne. En Bretagne, l'élevage laitier, il est semi-industriel. C'est-à-dire que les vaches, elles vont dehors, c'est vrai. Mais en réalité, elles ne se nourrissent pas avec l'herbe. En réalité, elles se nourrissent essentiellement avec du maïs cultivé sur place et du soja importé du Brésil. Donc, c'est un système où là, on a d'abord, à cause de ce qui vient du Brésil, on a deux. En gros, en Bretagne, on a la surface de la Bretagne qui est cultivée au Brésil pour nourrir le cheptel breton, en plus de la surface qu'on a en Bretagne. Donc la Bretagne, le cheptel, les animaux qui vivent en Bretagne, en intégrant aussi les porcs et les volailles, qui n'émettent pas de méthane, mais qui consomment du soja issu de la déforestation de l'Amazonie, l'ensemble des élevages bretons consomment 2 fois plus de protéines que ce que la Bretagne peut produire. L'autre moitié, elle vient du Brésil. Évidemment, ça veut dire qu'il y a un excédent d'azote dans les déjections, parce que forcément, elles produisent aussi 2 fois plus de déjections avec nitrate que ce que le territoire peut absorber, tous les problèmes d'algues vertes et tout ça. Mais ça veut dire aussi qu'il y a forcément une émission de méthane beaucoup plus importante, enfin une émission de l'ensemble des polluants beaucoup plus important que ce que le territoire, normalement, devrait pouvoir gérer. Donc c'est clair que cet élevage, qui est semi-industriel ou carrément industriel dans certains cas, il est absolument intenable pour le climat. Donc supprimer l'élevage industriel, c'est aussi une mesure prioritaire pour le climat. Mais attention, ce n'est pas supprimer l'élevage, c'est aller vers un élevage où on aura des animaux qui vont maintenir ces prairies absolument nécessaires, mais dans un système herbagé, avec éventuellement un peu de complément du tourteau, par exemple, des tourteaux de soja ou de colza ou de tournesol, pardon, c'est un sous-produit en fait. Quand on fait du colza ou du tournesol, de toute façon, c'est pour faire de l'huile, il y a des tourteaux en sous-produits, donc autant que les sous-produits aillent nourrir les animaux et rapportent de l'énergie que nous on pourra consommer plutôt que ce soit perdu. Donc un peu de compléments comme ça, un peu de céréales, un peu de maïs ponctuellement, un peu de soja, pourquoi pas, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Voilà, il faut que l'élevage soit essentiellement à l'herbe, et à ce moment-là, on a résolu une grande partie du problème climatique de l'élevage. Donc en fait, l'enjeu de l'élevage, c'est pas de supprimer l'élevage, c'est de remplacer l'élevage industriel par un élevage à l'herbe. L'enjeu de l'agriculture au-delà de l'élevage, c'est de remplacer les engrais azotés de synthèse par un renouvellement organique de l'azote, donc légumineuses et compost. Et puis arrêter la déforestation. Alors la déforestation, elle a quand même aussi un lien avec l'élevage, évidemment. Hein. Je vous l'ai dit, le soja, il va essentiellement à l'élevage. Et si on modifie ces différents éléments, ben en fait, on résout une grande partie, on supprime une grande partie des émissions agricoles de gaz à effet de serre. Alors, des gens disent beaucoup d'éléments et pas forcément, évidemment, suffisamment chiffrés, comme par exemple les questions de l'azote, l'importance de l'azote, ou même le pourcentage de l'agro-industrie par rapport à l'agriculture paysanne dans les 30% d'impact sur le changement climatique. Voilà quoi. Les éléments, sur l'azote, je pense que j'ai donné quand même pas mal de données. Hein. Les calculs, pour être plus précis sur les émissions, par exemple, quand je vous dis c'est 10 000 km en voiture, quand on met 100 kg d'azote sur un hectare, pour être précis, c'est parce que ça émet 1200
CO2, puisqu'on ramène tout en équivalent CO2. Voilà, 100 kg d'azote, c'est 1200 kg d'équivalent CO2, si vous voulez des chiffres précis. Après, les proportions des différents de l'agriculture industrielle par rapport à l'agriculture paysanne, alors c'est pas évident à chiffrer parce que les données qu'on a du GIEC ne sont pas détaillées là-dessus. On n'a pas de données. Moi, j'ai pas eu accès aux données brutes. Je n'ai pas pu aller faire des calculs, refaire des calculs. C'est des données générales. Et puis on a des données pour la France par ailleurs. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que c'est l'essentiel, puisque globalement, on a 70. J'essaie de retrouver le chiffre exact. On a 30% de l'agriculture. Non, c'est 25% de l'agriculture qui occupe 70% des surfaces. Et c'est l'agriculture industrielle. Et on n'a plus que 30% des surfaces pour les 75% restants de l'agriculture plus familiale, paysanne, etc. Donc il y a un décalage énorme. Et cette agriculture industrielle, à l'échelle mondiale, elle est très largement occupée par des surfaces de palmiers à huile, de soja, etc. C'est-à-dire qu'on a énormément de cultures sur des milliers, voire des millions d'hectares. L'Europe fait presque l'effet d'agriculture semi-paysanne à côté, même si bon, on est quand même pas, on n'a pas de leçons à donner quand même. Et une autre remarque, des remarques qui étaient sur en fait, quand on parle d'élevage, les remarques vont dans les deux sens. C'est-à-dire que l'élevage a un impact négatif sur le climat et en même temps l'entretien des prairies a un impact positif sur le climat, quoi. Donc voilà, on parle de véganisme, voilà, il y a quand même des questions autour de la question de l'élevage où finalement comment on va dire le bilan n'est pas si simple que ça, quoi. Oui, ben c'est ça. En fait, l'élevage est très important. Moi, ce qui me paraît vraiment très important, c'est de noter que le bilan de l'élevage, c'est comme je disais, l'agriculture n'existe pas, je dirais l'élevage n'existe pas. C'est-à-dire que il y a différents types d'élevage et parler de l'élevage en général, c'est un peu un non-sens en fait. C'est-à-dire que le bilan de l'élevage industriel, il est clairement négatif, mais très négatif. Il est catastrophique, indépendamment du fait qu'il est abominable sur le plan des conditions de vie des animaux, enfin de vie si je veux dire, les conditions d'abattage, des conditions, enfin tout quoi. Il est aussi abominable pour les conditions de vie des éleveurs aussi, hein, d'ailleurs qui sont plus vraiment des éleveurs mais qui deviennent des salariés d'une exploitation de minerais. Enfin, on arrive vraiment à des trucs qui sont abominables, mais indépendamment de ces aspects-là, si on prend que l'aspect climat, l'élevage industriel, il n'a pratiquement rien pour lui. Enfin, il n'utilise pas de prairies. Il détourne des ressources en céréales qui sont cultivées sur la déforestation, donc qui contribuent à l'effet de serre par la déforestation, qui reçoivent de l'azote, donc qui contribuent à l'effet de serre par l'émission de protoxyde d'azote. Enfin, il y a vraiment rien à retenir dans l'élevage industriel, quoi. Par contre, si on prend l'élevage à l'herbe, là, on a effectivement une émission de méthane qui est réelle, mais j'insiste, qui n'est pas beaucoup plus importante que celle qu'on aurait si on avait des grands troupeaux d'herbivores sauvages qui entretenaient les mêmes surfaces de prairies à maintenir pour l'équilibre de la biodiversité en Europe. Donc attention, hein, c'est pas si émetteur de méthane que ça si on ramène à un état sans l'homme. C'est quand même un peu plus, hein, clairement, sans doute un peu plus que s'il y avait que des animaux sauvages. Mais c'est pas beaucoup plus. Et puis, mais ça émet un peu quand même, c'est vrai. Et puis d'un autre côté, il y a le stockage de carbone dans le sol, donc le bilan globalement s'équilibre plutôt. Et à côté de ça, il y a l'entretien des prairies qui en soi est important pour la biodiversité. Il y a la valorisation de sous-produits qu'on ne pourrait pas valoriser autrement. Faut pas oublier aussi d'un point de vue de l'alimentation humaine, parce qu'on ne peut pas non plus raisonner l'agriculture sans penser l'alimentation humaine. Elle sert quand même à ça, essentiellement. C'est que les espaces en prairie, en pâturage, pour utiliser le terme générique, ce sont des espaces où il y a des plantes avec beaucoup de cellulose. Enfin, où en fait la ressource végétale c'est de la cellulose. Là où les céréales, la ressource végétale c'est de l'amidon. Il se trouve que nous, les humains, on sait digérer l'amidon. On ne sait pas digérer la cellulose. Enfin, on sait la digérer, mais on ne sait pas en tirer de l'énergie.
En fait, la photosynthèse récupère l'énergie du soleil et la transforme en une énergie végétale que nous ensuite on va pouvoir consommer puisque nous on ne sait pas utiliser celle du soleil. Et cette énergie végétale, elle est sous forme de sucre, enfin on va dire de saccharose au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, d'amidon, de cellulose et de lignine. Et ce que nous on sait consommer, c'est le saccharose et l'amidon, donc les fruits, les céréales, etc. Mais la cellulose et la lignine, on ne sait pas en tirer l'énergie. Alors que les ruminants, les herbivores en général, récupèrent leur énergie, savent récupérer leur énergie de la cellulose. C'est ça le truc génial chez les ruminants. Et donc, si on n'a plus d'animaux pour utiliser ces espaces de prairie, il n'y a pas d'utilisation pour l'homme. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas les utiliser, ces surfaces-là. Sauf à les mettre en culture et à faire une catastrophe parce qu'on va dégager du carbone et on va détruire des espaces de biodiversité. Donc il y a tout un équilibre à prendre en compte. Et effectivement, l'élevage, c'est compliqué. C'est compliqué. Et par rapport à la notion du véganisme, je pense qu'il est très important de dissocier. Ah, j'entends un bruit. Il est très important de dissocier la question de la consommation et la question de l'agriculture et de l'élevage. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider de ne pas consommer de viande, voire de ne pas consommer de produits animaux, tout en ayant un élevage. À condition bien sûr que cet élevage soit respectueux du bien-être animal. Il y a la question de l'abattage, quand il y a abattage, parce qu'on pourrait aussi dire qu'on ne va pas vers l'abattage. J'invite ceux qui ont l'occasion d'aller regarder ça sur internet. Il y a des films qui ont été faits par Biolay, qui est un type de lait bio, qui fait un travail très intéressant d'ailleurs. Il y a eu des petits films qui ont été faits il y a 2-3 ans, auxquels j'ai contribué, qui s'appelle Et si l'élevage bio... Non, le premier s'appelle, ce film s'appelle de façon générique Nos vaches et nous. Et il y en a un qui est Se comprendre pour s'élever, en sous-titre, et l'autre, le sous-titre, c'est Et si l'élevage bio sauvait la planète. Alors le deuxième aborde un peu ce dont je parle ce soir, mais dans celui qui s'appelle Se comprendre pour s'élever, il y a des scènes très intéressantes où on a des éleveurs interrogés par le gars qui a fait le documentaire de façon tout à fait séparée, alors c'est-à-dire au même moment dans le film, qui se pose la question de la fin de vie des animaux. Et c'est terrible parce qu'on les voit tous en train de dire, enfin on les voit se décomposer à moitié, on voit la tristesse de dire mais effectivement notre activité implique qu'on envoie nos animaux à l'abattage à un moment. Et si on pouvait ne pas le faire, on serait ravis de ne pas le faire. Et ça peut paraître un peu débile comme question, mais c'est pas du tout débile. C'est tout à fait légitime de dire, si vraiment la société décide d'aller vers le véganisme, par exemple, faisons en sorte d'avoir des maisons de retraite pour les vaches. Ça paraît fantaisiste, mais ça peut être un choix de société. Mais moi, ce qui me paraît extrêmement important, c'est que même si on fait ce choix de société, on a besoin de vaches. On peut dire qu'on ne les mange pas, on peut dire qu'on ne mange pas leur lait, qu'on ne boit pas leur lait à la limite, mais je vois pas trop pourquoi ne pas boire leur lait si elles sont bien élevées dans notre condition, mais pourquoi pas. Mais en revanche, on a besoin de vaches. Et il y a une société qui est très intéressante pour ça, c'est les Indiens. L'Inde, c'est un pays qui est très très majoritairement végétarien. C'est le plus gros troupeau bovin du monde. Alors bon, aujourd'hui c'est un troupeau bovin en partie pour l'exportation, donc pour des gens qui consomment de la viande. Mais ça a toujours été un pays où il y avait énormément de vaches, qui étaient libres, qui mouraient de leur belle mort. Il y a d'autres questions là qui sont posées, notamment on parle de méthanisation. Certains disent font une critique de la méthanisation, d'autres pensent que ça pourrait être une solution. On peut en parler, mais globalement. L'agriculture conventionnelle, telle que tu la nommes, essaie sans arrêt finalement construire des artefacts qui permettent d'au moins faire du greenwashing ou voilà. Donc on connaît les idées de non-labour, de méthanisation et autres. Et par rapport à ça, est-ce que l'agriculture a vraiment une solution qui puisse être construite comme ça, comme de la méthanisation ou par des techniques, ou est-ce qu'il faut vraiment remettre en cause le système agricole? Alors, évidemment, il y a des points de vue différents. Le mien, c'est qu'il faut absolument remettre en cause le système agricole. Parce que la
méthanisation, elle pose plein de problèmes. Un qui pour moi est très important, c'est celui de l'usage de ce qu'on appelle des digestats, c'est-à-dire ce qui est issu, le résidu de la méthanisation. Ces digestats, ils ont une partie organique, c'est-à-dire avec des molécules complexes stables à base de carbone, et une partie qui est minérale, donc des atomes indépendants qui vont être qui sont solubles directement dans le sol, dans la solution du sol. Exactement comme les engrais chimiques. Exactement comme les engrais chimiques. Il faut vraiment être conscient de ça. Et le lisier d'ailleurs, le lisier liquide a le même problème d'ailleurs. Il n'est pas composté du tout et tout ça. Mais le problème de la méthanisation, c'est qu'on a entre 30 et 70%, c'est très vaste, hein, c'est très large, selon les matériaux utilisés, qui vont être une fraction minérale. Et cette fraction minérale, elle pose les mêmes problèmes que les engrais azotés, que les engrais de synthèse, de déstabiliser les sols, de modifier le pH des sols, de détruire une partie de la vie du sol et puis d'émettre des gaz à effet de serre, etc. Donc, il y a ce problème-là. Donc, la méthanisation, c'est quand même pas génial à cause de ça, parce qu'il faut bien faire quelque chose de digestat. Et puis, il faut être honnête, aujourd'hui, la méthanisation, elle est construite pour justifier et valoriser des systèmes industriels. Chez moi, en Bretagne, tous les exemples de méthanisation que je vois autour de chez moi, enfin, autour plus ou moins, parfois pas très loin, c'est toujours soit pour justifier l'élevage hors sol et faire quelque chose des déjections, soit pour faire des cultures de maïs dédiées, parce qu'on a l'habitude de faire du maïs en Bretagne, hélas, maintenant, et avoir des centaines d'hectares de maïs dédiés. Donc on est sur quelque chose qui est industriel et qui n'est pas du tout un système intelligent. La méthanisation en tant que cerise sur le gâteau pour valoriser les sous-produits d'une agriculture biologique bien construite, pourquoi pas, mais ça fait vraiment en dernier ressort. Donc je pense qu'on peut poser le débat de la méthanisation, mais en solution générale, je n'y crois pas. Alors certains, notamment les auteurs du scénario AFCER 2050 sur l'agro, qui est très intéressant par ailleurs, pensent qu'on pourrait utiliser une partie des prairies pour en faire de la méthanisation, c'est-à-dire au lieu de mettre des animaux dessus. Il y a le même problème que moi, c'est-à-dire ils disent voilà, les prairies, il faut les garder, il ne faut pas les retourner, etc. Tiens, on va les faucher, on va faire de la méthanisation plutôt, comme ça on aura moins d'animaux. Mais le problème, c'est que faucher des prairies, c'est pas la même dynamique biologique que le pâturage. Et puis il y a le problème du digestat, etc. Donc pour moi, à long terme, c'est pas une solution. Mais c'est une question qui est vraiment en débat. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. On peut parler aussi des autres artefacts du même style, comme les 4 pour 1000, ou voilà. Il ne faut pas penser non plus que l'agriculture, en mettant en place comme ça des techniques, va s'absoudre de devoir se réformer, quoi. Complètement. Et le problème du 4 pour 1000, qui est très intéressant par ailleurs, c'est qu'en se focalisant, en fait, quand on reste dans une logique réductionniste, qu'on dit on a le modèle conventionnel, qu'on va aménager à la marge, en gardant la logique, et en simplement faisant en sorte qu'on stocke du carbone dans le sol, ou ceci, cela, qu'on fasse du méthane ou autre, c'est que le problème avec cette logique-là, c'est qu'on se retrouve avec pour le coup, par rapport à la question, quand on disait pour l'élevage, il peut y avoir des aspects positifs, des aspects négatifs qui s'équilibrent, là, on est clairement en permanence dans ce genre de compromis. On est en permanence en train de faire le bilan. Bon, ok, on améliore sur quelque chose, mais qu'est-ce qu'on détruit à côté, quoi. Et par exemple, l'agriculture sans labour, si elle n'est pas pratiquée en bio, on a, contrairement à ce qu'affirment les partisans du sans labour en France, on a une destruction de la vie du sol qui est beaucoup plus importante par le sans labour avec glyphosate qu'avec l'agriculture biologique labourée. C'est extraordinaire de voir des gens nous affirmer mordicus qu'on détruit plus le sol avec de labour qu'avec le glyphosate, alors que toutes les études sur le sujet disent le contraire. Donc les études publiées dans des revues à communauté de lecture, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc si on détruit la vie du sol, si on dit oui on va stocker du carbone, mais à court terme on va en stocker un peu plus, mais finalement on détruit la vie du sol, on en stocke plus dans les couches supérieures, mais en fait on va affaiblir la vie du sol dans les couches profondes et on va stocker moins dans les couches profondes, je suis pas sûr du tout qu'on soit gagnant en matière de stockage du carbone à long terme. Et en fait, toutes ces mesures, tout ce qui va être agriculture de précision, agriculture ultra connectée, c'est des leurres pour moi. C'est-à-dire c'est vraiment
c'est des formes d'imposture. C'est-à-dire qu'on nous fait miroiter des aménagements du modèle conventionnel alors qu'on ne remet pas en cause la maladie, en fait. On se matraque de petits médicaments ponctuels sans remettre en cause la maladie. Enfin, c'est quelqu'un qui aurait des réactions allergiques profondes, et au lieu de traiter son allergie, on lui donne juste des médicaments pour empêcher les boutons, quoi. Bah non, ça peut pas marcher à long terme. Alors, quelqu'un avait posé la question des scénarios, et tu as parlé du scénario After, et la question est, entre les deux modèles, lequel est le plus performant dans la lutte contre le dérèglement et le plus réaliste dans son adaptation au modèle de consommation humaine? Alors, il faut déjà que tu dises un peu les deux tendances de ces deux scénarios, qui sont tous les deux intéressants, mais qui n'ont pas tout à fait la même approche. Et quel est leur but aussi en même temps, pour dire un peu plus. Entre After et TIFA, par exemple? Oui, voilà, entre After et TIFA. Ouais. En fait, ils sont très proches. Dans les deux cas, l'idée, c'est d'aller à 2050. Alors, After, c'est plus sur la France, TIFA, c'est sur l'Europe. C'est d'imaginer une agriculture qui passerait dans un système agroécologique. Alors, dans le cas d'After 2050, donc en France, c'est une agriculture moitié bio, moitié production intégrée. C'est-à-dire presque bio, mais en utilisant encore un peu de chimie à l'occasion en cas d'urgence. Et le scénario TIFA, lui, donc c'est au niveau européen, et c'est une bio plus. C'est drôle parce qu'ils présentent leur modèle comme étant agroécologie. En fait, c'est agroécologie avec interdiction totale des produits chimiques de synthèse, donc c'est bien la bio, restauration des haies, restauration des prairies, intégration culturelle élevage, etc. Et tous les deux ont en commun de dire qu'il faut réduire fortement l'élevage. Parce qu'on a, l'élevage industriel en tout cas, on doit arrêter l'élevage industriel. On surconsomme de la viande aujourd'hui en France, donc il faut baisser la surconsommation de viande. Donc il y a vraiment beaucoup de points communs. Une grosse différence entre les deux, c'est que After 2050 suppose qu'une partie des prairies vont aller à faire de la méthanisation, alors que TIFA considère qu'il faut garder les animaux dans les prairies. Et en fait, TIFA, ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont sur un modèle bio plus, et à l'échelle de l'Europe, il y a une conclusion qui est très forte, qui est de dire, mais en fait, avec ce modèle-là, si on l'applique jusqu'au bout, on a, donc avec des haies, avec de l'agriculture associée, etc., en fait, on va arrêter d'exporter des produits dont les exportations sont ultra négatives pour les économies des pays du Sud. Par exemple, on va arrêter d'exporter du lait en poudre, on va arrêter d'exporter des céréales juste comme ça pour le commerce. On va juste garder des stocks de céréales d'urgence alimentaire, parce que ça peut être nécessaire. On va exporter des produits à forte valeur ajoutée comme le fromage, le vin, etc. On va continuer à importer des produits que nous on ne sait pas faire, comme le café, le cacao, etc. Comme ça, ça fait de façon écologique ailleurs et respectueuse des paysanneries. Et en fait, ça nourrit l'Europe sans problème, quoi. Donc les deux disent ça nourrit, c'est bon. On peut nourrir la France dans le cas d'After 2050, l'Europe dans le cas de TIFA, avec un système qui est en gros bio. Après, c'est des hypothèses effectivement qui sont légèrement différentes. Et je dirais personnellement que je me reconnais davantage dans TIFA. Oui, moi aussi. Mais bon, ça n'intéresse personne. Bien préciser quand même que ces deux scénarios-là permettent quand même d'y voir plus clair pour l'avenir et de juste prouver que oui, on peut se nourrir en ayant une action forte sur l'environnement, que ce soit climat ou pesticides d'ailleurs. Oui, c'est très important de préciser ça parce que c'est au niveau mondial, ça fait longtemps en fait, même si certains entretiennent le doute, la confusion, ça fait longtemps qu'au niveau mondial, on sait qu'on peut nourrir 9-12 milliards d'humains en bio, il n'y a pas de problème. Et sans défricher un seul hectare de plus, très important. Parce qu'en fait, les calculs de rendement qu'on fait sont complètement biaisés, on calcule le rendement des monocultures et pas de la biomasse totale, on ne prend pas en compte les effets de l'écosystème, etc. Donc, globalement, ça fait. Le point noir, c'est le Canada et l'Europe, en fait. Même les États-Unis, aujourd'hui, ils ont d'aussi bons rendements en bio que conventionnels. Mais au Canada et en Europe, on voit bien que les rendements bio sont plus faibles. Parce qu'on a des semences qui ne sont pas faites pour le bio, parce qu'on n'a pas de savoir en culture associée, parce qu'on ne peut pas valoriser la main-d'œuvre, parce qu'on est surmécanisé, etc. Donc on a plein d'éléments qui font qu'on y arrive moins bien. Et donc c'était un peu une zone de fragilité. Et ce qui est très intéressant dans ces études-là, c'est qu'elles montrent que c'est parfaitement possible et
qui est un peu pointé davantage par TIFA, mais qui était déjà pointé par Aster 2050, parce qu'ils sont beaucoup préoccupés des questions climat, justement, puisque le groupe Négawatt, qui travaille sur les alternatives aux énergies fossiles et au nucléaire, est très impliqué dans Aster 2050, c'est le même réseau. C'est que dans les deux cas, ils se sont posé la question du climat très fortement. Et en disant que quand on calcule l'efficacité énergétique ou l'efficacité climatique de certaines productions, et certains vont nous dire oui, mais 1 kilo de viande de bœuf intensif, ça produit moins de gaz à effet de serre parce qu'on va optimiser des paramètres si on raisonne uniquement en analyse du cycle de vie. Ça, en fait, il y a des chercheurs de l'INRA d'une part et puis des auteurs de TIFA d'autre part qui montrent que c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, raisonner en analyse du cycle de vie qui ne prend pas en compte la biodiversité, qui ne prend pas en compte les régimes alimentaires, dire faisons comme si on continuait à consommer exactement pareil, et est-ce qu'en bio on aurait besoin de plus de surface pour y arriver? Bah oui, forcément. Si on fait quelque chose d'aberrant, c'est pas en passant en bio qu'on y arrivera. Par contre, si on dit, mais la question n'est pas on doit absolument manger 3 fois plus de viande que nos besoins alimentaires, mais on a le droit de revenir à la portion à laquelle nous on a besoin, voire moins certains, à ce moment-là, il n'y a aucun problème de surface pour y arriver en bio. Une petite précision qui était demandée, on a parlé de 4 pour 1000, ce projet qui était présenté par le précédent ministre. Peut dire une définition juste rapide des 4 pour 1000? En fait, c'est l'idée que, alors, j'ai plus en tête la présentation exacte, mais l'idée globale, c'est que par certaines pratiques agricoles, on peut arriver tous les ans à stocker 4 pour 1000, donc 0,4% de carbone supplémentaire, de matière organique supplémentaire dans les sols. Augmenter de 4 pour 1000 la matière organique des sols tous les ans. Et quand on stocke de la matière organique dans les sols, on l'enlève de l'atmosphère. En gros, pour une tonne de carbone dans la matière organique du sol, on récupère 3,5 tonnes, 3,67 je crois, tonnes de CO2 qu'on enlève de l'atmosphère. Et donc, avec des pratiques qui vont augmenter le taux de matière organique, on va y arriver. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle la matière organique, c'est les molécules basées sur le carbone. C'est des grandes molécules qui sont reliées par des chaînes de carbone. C'est la cellulose, c'est les sucres, c'est tout ça. Et donc, comme c'est basé sur le carbone, plus le vivant va synthétiser ces molécules et les stocker, et les synthétiser en l'occurrence dans le sol, parce que c'est là que ça se passe, plus il va y avoir d'atomes de carbone qui vont être piégés de l'atmosphère. Voilà, on arrive à 21h et les poussières, donc on n'est pas loin de la fin. Alors, il y a une question qui finalement, la question de la fin, de la rencontre, qui est, est-ce que la situation est définitivement irrémédiable ou peut-on encore espérer sauver la planète et nous avec l'agriculture? Alors, pour moi, on peut très bien y arriver, parce que tout ce que je viens de dire là, c'est très faisable. Et il y a un élément que j'ai oublié de préciser, vu que je déroulais pas mon diaporama, ça m'est sorti de la tête, juste très rapidement, parce qu'il ne faut surtout pas l'oublier, c'est la question des inondations et des sécheresses. C'est qu'il faut être conscient, j'y repensais là avec l'histoire du carbone, c'est que la raison pour laquelle l'agriculture aujourd'hui est très sensible à la sécheresse d'une part et aux inondations d'autre part, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, les plantes ont été sélectionnées dans des conditions où elles ont de l'eau tout le temps. Donc elles n'ont pas eu de pression de sélection, comme on dit, pour s'adapter à un manque d'eau. Et donc elles sont incapables de faire face à un manque d'eau. Donc il y a un problème de sélection des plantes. Et puis il y a un autre problème, qui est un problème de taux de matière organique dans le sol, parce que la matière organique dans le sol est capable de stocker 30 fois son volume en eau. Et donc quand on a un sol qui est riche en matière organique, grâce notamment au 4 pour 1000, en plus, ça va piéger l'eau qui va tomber quand il y a des pluies violentes, parce qu'en général, il pleut encore suffisamment sur une année, mais c'est trop concentré dans une certaine période de l'année, il y a une période où on manque d'eau. Et donc, si le sol stocke l'eau directement, on n'a pas besoin d'irriguer. On n'a pas besoin de faire des retenues d'eau. La meilleure retenue d'eau, c'est le sol, c'est ce qu'on appelle la réserve utile du sol. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'en stockant du carbone pour capter du CO2, en plus, on va également atténuer les effets du dérèglement climatique et permettre à l'agriculture de mieux résister aux périodes de sécheresse et aussi aux périodes d'inondation, parce qu'il y aura moins d'eau qui ruissellera, puisqu'elle sera davantage absorbée. Donc tous ces éléments-là, ça conforte encore ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est
pas des bricolages de mesures isolées par des techniques de pointe qu'on y arrivera, c'est bien par un changement de système, restructurer les sols avec des rotations riches et de la matière organique. C'est pas juste arrêter de labourer ou je sais pas quoi. Et donc c'est vrai que ça demande de changer le système en profondeur, de changer le modèle conventionnel en profondeur, donc ça se fait pas du jour au lendemain. Mais les agriculteurs bio peuvent en témoigner. C'est quand même là, c'est quand même l'intérêt des structures bio et des événements bio, c'est que on ne parle pas en théorie là. Enfin, je veux dire, les agriculteurs qui sont passés en bio, enfin toi François, quand tu es passé en bio, t'as pas pris 50 ans, quoi. Et donc il est possible de passer en bio. Après, il y a des systèmes pour lesquels c'est plus ou moins facile, c'est plus ou moins rapide. Il y a des systèmes pour lesquels il faut un accompagnement public. C'est-à-dire que, pour finir là-dessus, parce que pour moi c'est l'aspect vraiment important dans les questions d'action en fait, c'est que on peut pas juste demander aux agriculteurs de changer tout seuls. D'un point de vue technique, on sait faire. On sait faire évoluer des systèmes agricoles conventionnels vers des systèmes bio. Mais d'un point de vue économique, c'est pas rentable pour la plupart d'entre eux aujourd'hui, parce que tout le système économique, que ce soit la politique agricole commune, qui est en phase de finalisation là pour la prochaine séquence, que ce soit les aides, les systèmes nationaux, que ce soit les aides à l'investissement, le coût du travail, enfin, plein d'éléments fait que les techniques bio sont défavorisées, pas volontairement, mais c'est comme ça. Et, enfin, parfois volontairement aussi. Et donc, pour un agriculteur, c'est compliqué. Les viticulteurs qui ont eu des gros problèmes là, avec le coup de chaud, puis le gel, et qui ont perdu une grande partie de leur récolte, en fait, s'ils étaient comme autrefois, avec des mélanges d'arbres fruitiers, avec des mosaïques entre vignes, culture, élevage, et pas des monocultures de vignes dans des régions entières, ils auraient beaucoup moins subi de froid. Mais ça, ils vont pas s'amuser à remplacer une partie des surfaces en vigne par des surfaces en céréales ou en élevage, ou en fruits, ou en arbres, puisque ça leur rapporterait beaucoup moins que la vigne. Et déjà qu'ils sont ric-rac au niveau économique, enfin certains, c'est juste pas possible. Donc si on veut que ça change, des systèmes comme ça, si on veut qu'ils changent, il faut pas dire yaka. Il faut accompagner, il faut des plans de reconversion, des plans de restructuration. C'est au pouvoir public de prendre des décisions pour accompagner ce changement. Et le changement, quand il est fait de façon collective, ce changement agricole, si on le fait de façon collective, pour finir de répondre à la question, je vais donner un exemple qui prouve que c'est faisable. Dans les années 60, Edgar Pisani avait l'accord de l'ensemble de la profession agricole, enfin la grande majorité de la profession agricole, qui avait un unanimisme syndical à l'époque, avait l'accord de l'agro-industrie. Et Edgar Pisani a fait une révolution silencieuse dans l'agriculture française. En quelques années, l'agriculture française s'est profondément transformée. On peut très bien faire une révolution bio en quelques années. Mais si on veut le faire vraiment rapidement, en quelques années, il faut que l'agro-industrie l'accepte. Évidemment, ils ne veulent pas, puisque leur gagne-pain, c'est que ça ne bouge pas. Il faut que les hommes politiques aient le courage de l'imposer à l'agro-industrie. Pour l'instant, ils ne l'ont pas. Donc, c'est pas gagné. Politiquement, c'est pas gagné. Mais techniquement, c'est parfaitement possible. Et justement, la dernière question abordait ça. Quelles sont les orientations de la nouvelle PAC? J'osais à peine te poser la question parce que sinon on est reparti pour une heure. Mais là, très clairement, on peut dire que les orientations telles qu'on les voit se construire là aujourd'hui ne sont pas bonnes et ne vont pas dans le sens de tout ce que tu nous as dit dans cette heure-là, ou tout au moins ne vont pas assez loin. On attendait beaucoup de cette réforme de la PAC qui mettent justement l'accent sur la bio, mais aussi sur les questions environnementales. Et là, on n'est pas au rendez-vous. Non, pas du tout. Et c'est plutôt préoccupant. C'est-à-dire qu'il y a deux échelons, en fait. Il y a l'échelon européen, où la structure générale de la PAC, de la nouvelle politique agricole commune, est assez mauvaise. Enfin, il y a des éléments intéressants. Il y a l'idée de rémunérer les pratiques intéressantes, alors que jusqu'ici, on ne rémunérait que les changements de pratiques. Ce qui veut dire que des gens qui font déjà bien étaient défavorisés par ceux qui font mal. C'est quand même pas très sympa. Là, on a enfin des systèmes qui vont permettre, ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, qui vont permettre de rééquilibrer un peu les choses. Donc, il y a une petite amélioration dans la structure générale, qui est insuffisante, très insuffisante, mais qui existe. Même si l'essentiel des paiements reste, hélas, basé sur on subventionne la production et point barre. Mais il y a le deuxième niveau ensuite, qui est encore pire, c'est le niveau d'application française. Et aujourd'hui, il faut le dire clairement, même des journalistes me l'ont dit en aparté, dans
dans la compréhension qu'ils ont des choses. Julien de Normandie, l'actuel ministre de l'Agriculture, est encore pire que Guillaume ou Travers. C'est-à-dire qu'il est explicitement entièrement rangé derrière la FNSEA. Derrière la Copa Cogeca au niveau européen, c'est-à-dire derrière l'agro-industrie. Et ça se voit dans les premiers arbitrages qui sortent. Là où la France aurait pu amplifier les évolutions positives de l'Europe, plutôt elle les atténue. Et quand ils viennent d'annoncer que 70% des paiements verts iront vers des pratiques où les agriculteurs vont rien changer, alors c'est l'autre versant du côté être aidé pour des pratiques et pas seulement pour des changements. Attention, encore faut-il que ce soit des pratiques vertueuses. Alors là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que 70% va aller à des pratiques qui ne sont pas vertueuses. C'est-à-dire qu'on va permettre à 70% des agriculteurs de pouvoir entrer dans les clous d'un paiement écologique. Donc évidemment, comme les enveloppes sont limitées, ça sera au détriment des bio, au détriment de l'élevage herbagé, au détriment de ceux qui font des efforts pour changer. Oui, pour être plus clair, là, si je peux me permettre, c'est qu'ils ont calibré les mesures du paiement vert, grosso modo, pour que 70% des paysans, dans leur pratique actuelle, puissent en bénéficier. Donc, finalement, des mesures mises en place pour que rien ne change, quoi. Voilà, c'est le même principe, c'est comme l'histoire de la taxe sur les SUV, là, les voitures, où elle a été mise, je crois, à 1800 kilos. 1800 kilos, oui. Sachant qu'il n'y a que 2% des SUV qui font plus que ça. Ouais. Donc évidemment, quand on met un seuil, on affiche, oulala, au-delà d'un certain niveau, on ne payera plus. Enfin, au-delà d'un certain niveau, il y aura une taxe très forte, etc. Oui, sauf que si on met le seuil, la marche tellement haute que de toute façon tout le monde passe en dessous, c'est vraiment se moquer du monde, c'est ne pas prendre de mesures. Là c'est pareil, quoi. Voilà, le seuil est à un niveau tel que tout le monde entrera dans les clous, ou presque, et donc en fait ça n'aura pas d'effet incitatif. Ça c'est quand même assez enfin, ça peut être assez désastreux parce que là on est vraiment au moment d'agir, quoi. C'est maintenant qu'il faut bouger et c'est vraiment dommage de perdre encore 4 ou 5 ans en la matière. Voilà, et donc pour la conclusion, parce qu'il faut conclure à un moment, Valérie nous dit, d'où la nécessité d'une mobilisation citoyenne pour faire pression encore et toujours. Donc on est bien d'accord là-dessus. Il y a des sujets qui restent à aborder, sur la PAC, on l'a vu, sur la méthanisation par exemple. C'est des sujets qu'on aurait voulu développer dans des conférences. Là, on s'est limité à 5, donc on ne l'a pas fait, on le refera, et dès qu'on peut en faire une en physique, on abordera ces sujets, ça c'est sûr. Donc, un dernier mot de conclusion pour toi, Jacques. C'est difficile de conclure, c'est particulièrement difficile. Déjà que c'est difficile en vidéo, c'est encore plus difficile en audio sans vidéo. Et puis surtout avec pas du tout d'interaction, c'est un truc assez bizarre. Mais parce que d'une certaine manière, je vais simplement redire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut, en fait, on peut agir, il faut agir. C'est-à-dire que pour moi, il faut rester optimiste. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait que il y a une difficulté à faire bouger les choses, mais en même temps il faut des mobilisations citoyennes. Pour moi, il faut vraiment avoir en tête que toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui agissent à leur niveau, il y a des gens qui ont défriché les chemins en pratiquant l'agriculture bio, il y a des gens qui font des petits trucs dans leur coin, des AMAP, il y a Terre de Liens, il y a plein de structures qui font du boulot sur le terrain. Et c'est utile. Quelquefois on se moque un peu des colibris en disant ouais mais c'est pas comme ça qu'on changera le monde. N'empêche que c'est comme ça qu'on montre vers où on peut aller, c'est comme ça qu'on ouvre des chemins, c'est comme ça qu'on pose des charpentes finalement sur lesquelles les autres vont pouvoir ensuite construire. Et puis il y a le niveau d'action à grande échelle et vraiment pour moi il faut réconcilier le grand soir et les petits matins. C'est-à-dire qu'on peut pas attendre le grand soir, mais on peut pas non plus se contenter des petits matins. Il faut aussi se mobiliser, il faut faire pression sur les politiques. Je ne peux pas ne pas souligner qu'il y a les élections régionales qui vont avoir lieu dans pas longtemps, a priori elles sont maintenues. Et donc c'est un niveau où il peut y avoir des actions sur l'agriculture et c'est important de ne pas le négliger. Ça ne fera pas tout, il ne faut pas rêver. Quelle que soit la couleur politique des gens qui seront élus, ce qui les fera surtout bouger, c'est la mobilisation citoyenne, de toute façon. Mais on fera plus facilement bouger quelqu'un
qui veut bien écouter que quelqu'un qui ne veut pas écouter. Donc d'abord, commencez par élire des gens qui veulent bien écouter, et puis ensuite, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faudra se mobiliser. Merci Jacques. Dans ces conditions difficiles, on ne va pas aller jusqu'à dire que les GAFA nous ont gâché la soirée, mais voilà. Bon, bref, c'était pas simple. Donc on va dire au revoir à Jacques. Je montre le téléphone, ce qui est vraiment assez extraordinaire. Voilà. Mais dans la mobilisation, donc il reste Roland-Juliot tout de même. Roland-Juliot qu'on va essayer de tenir en physique au niveau du marché au mois de juin, peut-être le même jour que les élections d'ailleurs. Et il nous reste encore une conférence demain avec Gérard Boinon qui a posté un petit message là en disant que lui il préférait parler d'agriculture industrielle et chimique que conventionnelle. Donc voilà, il pourra en parler demain. Vous pouvez donc nous suivre demain pour cette ultime conférence sur le droit des paysans et notamment le travail qui est fait l'ONU là-dessus. Donc merci à tous de nous avoir suivis constamment. On n'a pas vu de baisse de l'auditoire. Donc merci de votre sympathique écoute. Je peux juste rajouter un petit mot sur le lien que je fais sur la conférence de demain. C'est qu'en fait, c'est deux approches complémentaires. C'est-à-dire que moi, je me place sur l'aspect plutôt technique, agronomique. C'est pour ça que je préfère ne pas trop entrer dans l'aspect industriel, etc. et rester sur l'aspect les choix politiques, les choix scientifiques qu'il y a derrière. Mais d'un point de vue de l'agriculture paysanne, des luttes paysannes, des droits des paysans, je pense que parler d'agriculture industrielle, c'est évidemment incontournable. Et je ne pense pas que nos deux choix de vocabulaire soient contradictoires. C'est qu'on éclaire chacun sous un angle différent, en fait. Voilà, il y en a même qui pensent que tu pourrais remplacer avantageusement de Normandie au ministère. Mais je pense qu'on pourrait presque tous le faire assez facilement. Oui, je pense que tu pourrais aussi. Voilà, donc tu pourras dire ce que tu veux à Gérard Boinon demain. Merci à tous. La conférence sera enregistrée, elle est enregistrée comme les autres. On mettra le lien sur le site internet et sur la page Facebook. Ce sera peut-être pas très sympa à réécouter, mais voilà. Merci à tous et à demain ou à plus tard pour ceux qui le veulent bien. Au revoir.